la juste posture, cette belle humilité, et en même temps des fois trop d'humilité. Je me dis souvent, mais pourquoi les belles personnes comme Marion et comme tant d'autres, comme Violaine juste avant, comme tant d'autres, pourquoi ces belles personnes ne sortent pas du bois pour prendre la parole, pour se rendre visibles? Et donc c'est toujours avec beaucoup de joie que dans les événements éclore, on fait sortir du bois ces belles personnes qui d'elles-mêmes ne prendraient pas la scène et la lumière. Marion, merci d'être là. Merci. Je crois que c'est à toi. Du coup, je te rends ce micro-là parce que je vais aller au pupitre. Bon, alors après cette présentation, j'ai un tout petit peu de pression, surtout que je crois que j'ai jamais parlé avec autant de hauteur sous le plafond, et qu'on dirait presque une cathédrale, ce lieu. C'est impressionnant, c'est formidable de pouvoir être là. Alors, je suis d'autant plus impressionnée que, au fond, moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir affaire à un parterre de chrysalides. J'ai déjà l'impression d'être au milieu d'une nuée de papillons, et ma lourde responsabilité, c'est d'emmener cette nuée de papillons à la première étape de ce voyage de 2 jours qui vous a été annoncé. Alors voilà, je vais essayer d'être la meilleure capitaine possible. Ce qu'on vous propose, ce que je vous propose ce matin sur ce sujet d'éthique et mascarade, c'est d'abord un temps de conférence, puisque j'ai moi-même mâchouillé le sujet. On en a discuté un petit peu avec Solène, et donc je vais partager avec vous le fruit de mes réflexions, parce qu'il se trouve que l'éthique, c'est un sujet sur lequel j'interviens par ailleurs régulièrement dans les organisations, et donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça vient aussi de ce que j'ai observé et de ce que j'ai pu échanger avec différents collaborateurs, managers et dirigeants. Donc d'abord un temps de conférence, et puis après, on va faire un tour de magie. Vous allez tous vous transformer en philosophes, parce qu'après tout, la philosophie, c'est pas l'apanage de monsieur à barbe blanche, d'abord moi je suis une femme, et puis en plus je suis encore un petit peu jeune, alors voilà, je suis désolée si ça déçoit certains. Donc tous les philosophes ne sont pas des messieurs d'un certain âge à barbe blanche, on a tous un petit philosophe en nous, et donc ce que je vous proposerai ensuite, c'est un forum philosophique. Vous allez pouvoir vous-même vous emparer de ce sujet éthique et mascarade au fil de différents exercices que je vous proposerai. Alors ce qui sera important pour ces exercices, c'est que vous ayez 2 choses, à la fois de quoi écrire, donc essayez de vous enquérir de ça, d'avoir bien quelque chose de quoi écrire, et puis un voisin ou une voisine. Ça va être très utile aussi. Donc vous ferez en sorte de vous rapprocher si des chaises vous séparent, et puis si vous êtes tout seul en bout de rangée, vous n'hésiterez pas à vous lever pour trouver un coéquipier ou une coéquipière. Voilà. Alors, éthique et mascarade. Je ne plaisantais pas quand je disais à l'instant qu'au fond, tout était contenu déjà dans la poésie de Violaine. C'est ça? Voilà. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, et sans doute c'est le constat que vous avez fait, c'est que peut-être que notre société n'a jamais été aussi exigeante en matière d'éthique. Et en même temps, et pourtant, les comportements indignes et les pratiques douteuses, voire franchement injustes, continuent d'avoir cours. Et donc, il me semble que le message de cette impasse qu'on rencontre d'une certaine manière est clair et assez connu de nombreux d'entre nous. Le message, c'est que si c'est vraiment d'une société éthique que l'on veut, eh bien la réforme structurelle, la réforme sociale, donc toutes ces lois, la loi Pacte, la loi Sapin II, même la RSE, tout ce qui est du côté de la réforme structurelle ne suffit pas. Et ça, on le sent quand, et moi j'en ai vu beaucoup monter sur scène, quand un dirigeant politique ou non monte sur l'estrade pour donner un discours. Alors là, voilà, il y a beaucoup de sérieux, beaucoup d'emphase, de solennité, de lyrisme, matinée d'humour, tout ce qui va bien, donc tout y est, les acteurs sont en place, comme disait Violaine, et le spectacle peut commencer. Quel spectacle? Celui de l'éthique, justement. C'est vraiment, on est encore dans cette société où cet acquis paraîtra le plus vertueux.
le fera le mieux croire et le plus longtemps. Alors, bien sûr, nous, en tant que spectateurs, et parfois c'est nous qui sommes sur l'estrade, nous, en tant que spectateurs, on est habitués à ce que ça soit faux. On s'est habitué. Mais je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'espérer que parmi ces acteurs qu'on voit défiler, peut-être s'en trouvera-t-il un qui ne joue pas, qui ne joue plus. Un acteur qui ferait pardonner toute cette mascarade, et qui nous dirait, par sa probité même, que nous ne sommes pas condamnés à la mascarade. Qu'on peut être à la fois jeté au cœur du réel social, et éthique. Alors, éthique et mascarade, quand Solène m'a amené ce mot, plutôt cette expression, je me suis dit, mais comment faut-il l'entendre? Alors, vous savez, les philosophes, ils aiment déconstruire, décortiquer les mots, et la façon dont ils sont mis ensemble. Est-ce qu'il faut entendre que l'une, la mascarade en l'occurrence, est le prolongement ou la conséquence de l'autre, l'éthique, comme dans orgueil et préjugé, crime et châtiment? Ou alors est-ce qu'il faut comprendre que éthique et mascarade s'opposent? Alors de prime abord, en effet, tout concourt à les opposer en effet. Je pourrais presque être une vieille philosophe puisque je chausse les lunettes. Une mascarade, c'est, je vais regarder la définition toute basique, c'est le déguisement d'une personne qui se masque. C'était le masque de Violet. Et donc c'est un divertissement, la mascarade, dans lequel je peux jouer à être autrement que moi-même. Je peux cacher, je peux travestir, je peux feindre. L'éthique, elle est du côté du sérieux, de la vie. Elle n'a rien de ludique. Non seulement cela, mais on pourrait dire en plus qu'elle est l'exact contraire du paraître. L'éthique est l'une des façons que l'humanité a eu et a encore de se poser aujourd'hui, la question de l'être. C'est dans le mot. Éthique, ça vient en particulier du grec ethos, et les phénoménologues diront être au monde, en un seul mot, être-au-monde. Donc c'est l'être au monde. L'éthique, c'est cette recherche, cette aspiration à chercher la pointe de l'humanité en soi, et cette volonté de s'y maintenir, cette quête d'authenticité. Donc d'un côté le vrai, et puis de l'autre le factice, la mascarade. Alors, même si on était d'accord sur le fait que l'éthique ne peut pas se parodier, ne peut pas se feindre, ce qui reste à démontrer, et j'y reviendrai, une autre question demeure. Est-ce que la mascarade peut être éthique? Autrement dit, le jeu social, qui est surtout un jeu de pouvoir dans lequel on est tous pris, est-il par nature ou par définition non éthique? Et cette question-là, je peux la décliner quasiment à l'infini, je vais vous en donner deux autres versions. Est-ce que viser le bien peut impliquer d'y renoncer dans certaines situations? Ou bien est-ce qu'on peut être éthique sans être soi-même? Vous voyez, c'est ça que fait la philosophie, c'est qu'elle elle permet de poser des questions un petit peu subversives, ou en tout cas à rebours des intuitions premières qu'on a. Alors il faut que je vous dise 2-3 mots quand même sur l'éthique, puisque c'est un mot qui est un peu tarte à la crème aujourd'hui dans les organisations. Moi, ce qui me réjouit, c'est qu'aujourd'hui, je sais que c'est un mot qui vous fait vibrer. La plupart du temps, mes interlocuteurs, c'est un mot qui les barbe. C'est-à-dire que quand je leur dis éthique, ils pensent compliance, code de bonne conduite, charte des valeurs, il y en a tellement que je me souviens plus ce que c'est. Vous voyez, on en est là. Alors l'éthique, de quoi on parle? Vous savez, il y a cette expression qui dit qu'on peut faire la morale à quelqu'un. Mais on ne peut pas faire l'éthique. Elle n'existe pas, cette expression. On ne dit pas, on ne fait pas de leçon d'éthique, on ne fait pas de leçon de morale. Et ça, ça a un sens, ça veut dire qu'éthique et morale, en tout cas, je sais que tous les philosophes ne le conçoivent pas comme ça, mais moi, je les distingue. La morale, c'est vraiment les principes institués et engrammés par une société. L'éthique, pour moi, se joue ailleurs. Parce que l'éthique ne colle pas d'étiquette. Elle n'est pas faite pour dessiner le grand échiquier des bons et des méchants. Et d'ailleurs, Platon disait, peut-être que vous avez déjà entendu ça, nul n'est méchant volontairement. Autrement dit, se retrouve à faire le mal celui qui ignorait d'une manière ou d'une autre ce qu'était le bien, ou se fourvoyait sur ce qu'était le bien. Et Spinoza aussi nous fait méditer sur ce point-là que nous amène Platon à travers l'idée de connaissance par les effets. Alors, j'ai pas fait exprès, mais quand effet papillon,
Puis Solène Annick demain, ça va être la dimension effet. Alors Spinoza nous parle de connaissance par les effets. Parce que pour Spinoza, il n'y a jamais d'ignorance totale. Il y a différents degrés de connaissance. Le plus bas et le plus répandu, celui qu'il appelle très joliment le niveau des idées mutilées, c'est celui de la connaissance par les effets. Spinoza me dit, quand je souffre, je sais que je souffre. Mais cela ne signifie pas que je connaisse pour autant les causes de ma souffrance. Et lorsque je les ignore, je les imagine. Et lorsque je les imagine, je me fourvoie. C'est la recherche des boucs émissaires, ça n'a pas d'autre origine que ça, que cette ignorance ou que ce fond d'idées mutilées que nous avons tous. Hein, c'est toujours, ou en tout cas souvent, la faute de l'autre, évidemment. Alors, dit de manière triviale, l'éthique, ça consiste d'abord à y voir clair, hein, afin de mener l'existence la plus juste possible. Et c'est exactement pour cette raison que Platon, Socrate, Aristote ont fait commencer l'éthique par la connaissance de soi. Et Aristote en particulier a insisté sur le fait que l'éthique relevait avant tout d'un dialogue de l'âme avec elle-même, d'une capacité à délibérer en soi-même. L'éthique, selon Aristote, c'est vraiment cette régulation très concrète, très vivante, très circonstanciée de l'agir. C'est ce questionnement intérieur que je n'éteins jamais et qui me conduit à me poser ces questions. Quelle valeur puis-je vouloir appliquer dans telle situation, étant donné les moyens dont je dispose et la fin qui est la mienne? Donc, Aristote nous dit l'éthique, c'est en quelque sorte ce magistère intériorisé, hein, c'est-à-dire avoir en soi-même un maître intérieur, et pas un maître qui dit fais ceci, fais cela, ou même ne fais pas, mais examine le sens de ton action au regard d'une finalité bonne. Cette question de la finalité bonne, elle est déterminante en matière d'éthique, parce que la question quel être humain est-ce que je veux être contient celle du au nom de quoi est-ce que je pose tel acte ou y renonce? Au nom de quoi est-ce que je prends telle décision plutôt qu'une autre? Au nom de quoi est-ce que je tiens tel propos ou garde le silence? Et c'est ici que l'autre entre en jeu. Là, j'ai parlé de moi jusqu'à présent, et c'est là que l'autre entre en jeu. Dans un de ses ouvrages que j'aime beaucoup, Emmanuel Lévinas, qui est un philosophe français contemporain du XXe siècle, qui est phénoménologue, il a cette phrase limpide: l'éthique est la mise en question de ma spontanéité par la présence d'autrui. L'éthique est la mise en question de ma spontanéité par la présence d'autrui. Autrement dit, l'éthique commence lorsque ma liberté ne se justifie plus par elle-même, mais sans son potentiel arbitraire et violent. Et ce qui me révèle ce potentiel de violence et d'injustice que contient ma liberté, c'est la rencontre que je fais de l'autre à travers son visage. Ce que Lévinas désigne par visage, il y a un grand V. C'est moins la face plastique et singulière de chacun d'entre nous que la vulnérabilité totale qu'un visage manifeste. À quelques rares exceptions près, je pense que vous avez déjà observé, peut-être que vous avez déjà fait la remarque, à quelques rares exceptions près, le visage, c'est la partie du corps qui reste totalement exposée, qui n'est jamais couverte, hein, et qui, dans sa nudité et sa fragilité absolue, nous dit, c'est Lévinas qui parle parce qu'il est juif et donc il va beaucoup s'inspirer de la philosophie de la pensée juive. Donc, ce visage, dans sa fragilité, nous dit, tu ne tueras point. Cette fragilité que je te montre t'enjoint, t'intime de ne pas faire de mal. Et donc, lorsque je vois véritablement un visage, je ne peux plus être celui qui affirme son existence au détriment de tout et de tous. Je ne me sens plus autorisée à n'être que pour moi, je me sens tenue d'être pour autrui. Et donc, pour Lévinas, la rencontre avec le visage d'autrui, c'est l'événement inaugural de l'éthique dans la vie d'un être humain. C'est cette rencontre qui assigne chaque personne à sa responsabilité, celle de respecter la dignité de la vie. Et il m'est venu que peut-être que parfois, quand on observe des comportements indignes de l'humanité, ou peut-être que parfois quand nous-mêmes, on se prend, ça m'est arrivé, je me suis dit, là j'ai agi comme si l'autre était un objet. J'ai perdu de vue, on est encore dans la vision, dans le regard, j'ai perdu de vue que c'était une personne. Eh bien, en phénoménologie, il y a une expérience très intéressante à faire, qui est de reprendre le temps de regarder le visage de l'autre. Est-ce qu'on le voit vraiment?
Est-ce que c'est vraiment un visage qu'on voit? Je vous propose de vous retourner vers votre voisin ou votre voisine et pendant 1 minute, vous avez sans doute déjà fait pour certains et certaines cette expérience, sans parler, faire de ce qu'on appelle l'eye contact. Juste se regarder pendant 1 minute. Donc c'est une expérience silencieuse. Une fois que vous avez trouvé votre partenaire, c'est silencieux. Ok. Ça va? Alors vous laissez redescendre. Voilà. Vous pouvez laisser descendre ce que ça a provoqué. Moi, je l'ai déjà expérimenté. C'était très émouvant. Je ne m'attendais pas à être aussi émue. J'ai compris pour la première fois, autrement qu'avec ma tête, ce que les Grecs voulaient dire lorsqu'ils disaient que le regard, c'est la porte de l'âme. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas si c'est une expérience que vous pouvez reproduire sur votre lieu de travail régulièrement, mais ça pourrait être rigolo, vous voyez, avec un boss. Attendez, excusez-moi, juste 1 minute, regardons-nous en silence. Bon, là ça me fait sourire, mais parce que je me souviens d'une fois où, au début d'un atelier, j'ai proposé aux participants simplement de respirer. Hein, et il y en a un qui s'est senti obligé de faire la blague, il faut fermer la porte à clé parce que si les gens rentrent, ils vont se demander ce qu'on fait. Là je me suis dit, a priori respirer ça devrait aller, c'est ce que tout le monde fait, mais ça leur paraissait déjà trop ésotérique, alors là le contact, je vous raconte pas. Bon. En tout cas, ce que ça nous dit, ce que j'ai partagé avec vous, puisque vous avez sans doute ressenti, c'est que l'éthique, c'est aussi la relation à. La relation à moi, la relation à l'autre, la relation au monde, et la relation à soi-même comme un autre, comme disait très joliment Ricoeur. Et pour estimer la qualité de cette relation, eh bien l'humanité s'est de tout temps référée à 2 grandes valeurs cardinales, le bien et le mal. C'est le Seigneur des Anneaux, c'est Star Wars. Ça, c'est ce qu'on appelle des universaux. Sauf que devant ces universaux, il y a eu 2 grandes écoles de pensée qui se sont dessinées, alors de façon assez caricaturale. D'un côté, on a les absolutistes, qui sont plutôt partisans du rigorisme moral. Ça veut dire qu'il existe une éthique universelle dont rien ne justifie qu'on n'en applique pas les principes. Peut-être que vous avez des personnes comme ça autour de vous. Vous voyez, alors on les appelle gentiment des psychorigides, mais c'est la règle, il faut respecter la règle. Ça c'est bien, il faut respecter ce qui est bien, ça c'est mal, on ne peut pas faire ce qui est bien. Et puis de l'autre côté, les relativistes, plutôt partisans à l'excès de ce que j'appelle l'hypersubjectivisme, c'est-à-dire tout se vaut. À chacun sa vérité, chacun ses valeurs. Donc au fond, c'est compliqué de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Et peut-être que ça n'a plus de sens de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Vous voyez, donc on se prononce plus. Donc on est un peu dans ce scope-là. Et évidemment, la voie la plus intéressante, elle est tierce. Hein. C'est la voie qui, en même temps qu'elle reconnaît des universaux, un bien et un mal, au regard desquels une action pourra être en effet qualifiée d'éthique ou non. Ces universaux ne sont pas pour autant des monolithes. Hein. Ils ne prennent pas une seule forme possible, ils ne s'actualisent pas en une seule et unique parole, ne s'incarnent pas en un seul et unique geste. Et c'est pourquoi dire la vérité de sa subjectivité, c'est essentiel, parce qu'on a tous accès à ces universaux, on a tous l'intuition. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. Et en même temps, il faut dire sa vérité en veillant à ne pas la faire passer pour la vérité. Et ça, c'est une petite subtilité qu'on oublie parfois quand on se parle. Hein. C'est qu'on peut avoir cette tentation, inconsciente bien sûr, enfin pas toujours bien sûr, de faire passer sa vérité pour la vérité. Il faut veiller d'autant plus à ça que bien et mal ne sont pas strictement dissociés dans toutes les philosophies. Et c'est notamment le cas dans la philosophie du bouddhisme Mahayana. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà la philosophie bouddhique. Le bouddhisme, ça regroupe beaucoup d'écoles de pensée différentes. Donc moi, je vais me prononcer que du point de vue de celle que je connais le mieux, qui est le bouddhisme Mahayana, qu'on appelle donc grand véhicule, qui postule l'unicité du bien et du mal. C'est très intéressant pour nous qui avons l'habitude de les penser en dualité et en binarité. Hein. Et j'ai trouvé chez le poète indien Rabindranath Tagore un vers qui explique
exprime très bien cette unicité, puisque Tagore compare le bien et le mal aux deux rives d'un même fleuve. Il écrit « Le mal en ce monde est pour l'homme ce que la rive est au courant, il le dirige vers le bien. » Le mal en ce monde est pour l'homme ce que la rive est au courant, il le dirige vers le bien. Donc les rives sont nécessaires, nous dit Tagore, pour maintenir l'eau dans son lit et lui permettre de poursuivre régulièrement son cours en avant. Sans ces rives, le fleuve déborderait, entraînant la destruction plutôt que la création de valeur. Alors évidemment, si Tagore peut écrire cela, c'est parce qu'il conçoit la vie d'un point de vue bouddhique, c'est-à-dire comme une entité, une force qui crée tantôt des valeurs positives, tantôt des valeurs négatives, mais une force qui est essentiellement une. Et on trouve chez un moine bouddhiste du XIIIe siècle, un moine japonais, Nichiren Daishonin, cette autre phrase que je voudrais faire résonner avec nous aujourd'hui. En dehors de notre cœur, il n'y a ni bien ni mal. En dehors de notre cœur, il n'y a ni bien ni mal. Le bien et le mal ne sont pas des choses concrètes, nous dit la philosophie bouddhique, ce sont des valeurs à l'état latent. L'un et l'autre se manifestent par une relation entre les êtres et les choses, d'où l'importance de cultiver un esprit qui aspire au bien. Parce que quand je cède intérieurement, au fond, quand je laisse le mal se faire, ça revient à renoncer au bien. Ma responsabilité, c'est de toujours aspirer au bien, puisque le bien et le mal n'existent qu'à travers moi, qu'à travers mon cœur. Alors, est-ce que c'est cette conviction ou cette intuition qui nous conduisent parfois à ne pas dénoncer des comportements ou pratiques que nous jugeons non éthiques? Parce que moi, ce que j'observe beaucoup dans les organisations, c'est que les gens se taisent. Alors bien sûr, on a vous savez, le whistleblowing, là on a des lignes où on veut dire que quand même, ça c'était pas très beau. Mais ce qu'on observe en tout cas en France, c'est que c'est très peu utilisé. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas? Et pourquoi est-ce qu'on n'ose pas partager avec quelqu'un quand son comportement ou sa parole nous a semblé pas juste au regard de la dignité? L'une des raisons que j'ai trouvées en réfléchissant et en fouillant un petit peu ma propre expérience, puisqu'il m'est arrivé moi-même de ne pas dire, c'est que s'il peut nous être difficile de nous indigner, c'est parce qu'on se sait nous-mêmes imparfaits. Et donc, on ne dénonce pas pour ne pas être dénoncé en retour. Il y a comme cette espèce de croyance erronée que je peux me permettre de dire que ce comportement ne va pas ou que cette pratique ne va pas si je suis parfait. Mais tant que je suis moi-même pas parfait, qui suis-je pour dire à l'autre que son comportement n'est pas juste ou que sa pratique est inadaptée? C'est vraiment cette phrase de l'Évangile que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Personne ne jette la pierre. Bon. Alors il me semble qu'on touche du doigt ici une chose très importante. Pour entrer en éthique, il faut en finir avec le mythe de la pureté et de la perfection. L'éthique, c'est une voie de perfectibilité et pas de perfection. Autrement dit, c'est ok de ne pas être parfait, mais c'est pas ok de le rester. Enfin, c'est pas ok d'en rester là. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas accepté cette imperfection, évidemment, on pourra difficilement se sentir la liberté de s'indigner. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de mascarade si c'est ok de ne pas être parfait? J'ai encore le poème de Violaine qui résonne. Je m'avancerai à dire oui, on a encore besoin de mascarade pour plusieurs raisons. Alors je sais c'est un petit peu subversif, mais en développant les raisons que je partage avec vous aujourd'hui, on verra aussi en quoi la mascarade n'est pas nécessairement contraire à l'éthique. D'abord, parce que paraître n'est pas toujours tricher. Ça peut aussi consister à ajuster son être à la situation. Je me dis que moi, là, je veux dire, j'ai mis un beau chemisier, je me suis maquillée. Ce matin, au sortir du lit, j'étais pas comme ça. Je ne dors pas maquillée en chemisier, donc je me suis ajustée. Là, je parais, et je ne parle pas comme je vous parle à mon compagnon, ce serait juste insupportable. Vous imaginez, si ce matin, un petit déjeuner, oui, je pense que nous devrions boire notre thé avec éthique. T'es pas en train de donner une conférence, Marion. Oui, paraître n'est pas toujours tricher. Ça peut être choisir aussi de ne pas livrer sa vérité nue. Précisément par égard pour l'autre. Par
respect pour le lieu où il se tient sur notre chemin commun. Parce que parfois, la vérité de notre subjectivité fait violence. Et on peut lui préférer un rôle, ou en tout cas un écart, parce qu'on ne veut pas l'imposer à l'autre à ce moment-là. Parce que si on fait tout ça tout le temps, c'est-à-dire que si on est tout le temps en train de se dire « mais moi, je suis juste qui je suis et tu me prends comme je suis », ça on entend beaucoup aussi, t'as qu'à prendre comme je suis. Si vraiment on faisait tout ça tout le temps, je peux vous assurer que la société irait pas très loin. Ce serait probablement insoutenable. Et donc peut-être que paradoxalement, se prêter à la mascarade peut relever du soin porté à l'autre, de l'attention portée à la relation, pour qu'elle soit vivable, pour qu'elle soit soutenable dans le temps. C'est exactement ce qu'a fait le Bouddha après s'être réveillé. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, il a compris que la vérité de son éveil ne pourrait pas être entendue telle qu'elle par ses disciples. Et donc il a choisi de ne pas leur dire la vérité. Il a choisi pendant 40 ans, ce qui n'est pas rien, puisqu'il a enseigné pendant 50 ans. Pendant 40 ans, il a choisi de leur transmettre ce qu'on appelle aujourd'hui des enseignements provisoires pour préparer leurs esprits. Jusqu'au jour où il leur a dit « Maintenant, je vais pouvoir vous dire la vérité ». Donc, d'une certaine manière, le Bouddha a choisi de mentir à ses disciples, parce qu'il n'était pas prêt. Parce que par respect pour l'endroit du chemin où étaient ses disciples, il s'est ajusté. Il a maquillé. Bon. Je voudrais juste préciser ici que quand même choisir de ne pas agir de manière complètement alignée quant à sa vérité, c'est une chose. Renoncer à faire le bien ou laisser faire le mal, ce qui dans certaines philosophies est la même chose, ou même faire le mal intentionnellement, c'en est une autre, évidemment. Mais en plus, cette question de savoir s'il y a des circonstances qui peuvent justifier ou non qu'on s'abstienne de faire ce qu'on sait être bien, à déchirer évidemment les philosophes. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller lire la controverse très célèbre entre Kant et Benjamin Constant sur le droit de mentir. Est-ce qu'on a le droit de mentir? Bon. Alors moi, ma propre expérience me porte à penser qu'il y a des vérités que je ne dois pas à l'autre. Ou à tout le moins pas aujourd'hui, pas maintenant, pas comme ça. Chaque vérité a son temps. Parfois, je dis vrai pour soulager ma conscience, mais ce n'est pas bienfaisant. Ça ne crée pas de valeur. Et puis, il y a une vérité de moi que je peux ne pas souhaiter déposer à l'autre. Une authenticité dont je sais qu'il n'est pas en mesure de prendre soin, ça arrive souvent dans les organisations. Ça ne sert à rien de tendre l'autre joue, autrement dit. Donc, je peux choisir de dissimuler parce que je sais que l'autre n'est pas encore en capacité de prendre soin de l'authenticité dont je pourrais faire preuve. Là, du coup, je me suis demandé, mais au fond, qu'est-ce qu'il peut faire qu'on ne soit pas capable de prendre soin de l'authenticité de quelqu'un d'autre? Et ce que j'ai observé dans les organisations, c'est que certaines personnes, et je crois que je suis passée par là aussi, sont habitées par cette volonté de se sentir exister, mais c'est au détriment de l'autre. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus important pour eux d'exister eux que de tant pis si c'est au détriment de l'autre, tant pis si en chemin l'autre devient un objet, et tant pis si je piétine, sans faire exprès, son authenticité et ses dignités. Alors voilà, notre esprit est plein de ces croyances erronées que le bouddhisme appelle illusion ou attachement, et on ne peut pas espérer mener une vie éthique sans s'attaquer à ces illusions ou ces croyances. Ça, c'était la première raison. On a besoin de mascarade parce que paraître n'est pas toujours tricher. La deuxième raison, c'est que la vertu n'est peut-être pas si naturelle que cela. Ça, c'est ce que nous dit Aristote. Il nous explique que la vertu n'est pas contre nature, mais elle n'est pas naturelle non plus. Elle n'est pas naturelle comme le son de la pierre qui tombe ou la fumée qui s'élève dans le ciel. La pierre comme la fumée sont dépourvues, nous dit Aristote, d'une âme rationnelle et elles ne connaissent pas l'indétermination. Ça, c'est très important pour un être humain, le fait de ne pas être complètement déterminé. En fait, ni la pierre ni la fumée n'ont le pouvoir d'orienter leur mouvement dans une autre direction, n'est-ce pas? La conduite humaine, si. La conduite humaine suppose une marge d'indétermination. Et donc, voilà, elle met en jeu la conduite humaine, la volonté, comme disait Solène, la décision, l'effort moral. Et donc, Aristote nous dit la vertu, c'est une disposition acquise, exis en grec. C'est le fait d'exercer une vertu qui va l'actualiser et qui va lui donner sa puissance. Donc un peu comme on devient architecte en s'exerçant au métier d'architecte, on devient juste, courageux, tempérant, en s'exerçant
à la justice, au courage, à la tempérance. Autrement dit, il faut imiter, il faut feindre la vertu pour devenir vertueux. Feindre la vertu jusqu'à ce qu'elle devienne notre nature première, un état habituel. Et cette habitude, évidemment, est lourde de conséquences parce qu'elle va creuser, elle va installer un pli de caractère, une tournure d'esprit, un trait d'âme. Donc, Aristote nous dit, bien sûr qu'on est dans la mascarade. À un moment donné, on est dans la mascarade parce qu'on doit feindre la vertu pour devenir vertueux. Mais Aristote précise aussi une chose importante, parce que si on devient vertueux en s'exerçant à des actes vertueux, on peut se demander comment est-ce que je sais où j'en suis. Comment est-ce que je sais si je suis devenue vertueux pour de vrai, si la vertu est devenue ma seconde nature. Et là, Aristote nous donne un indice que je trouve formidable, sous la forme d'une question, en bon philosophe. Est-ce que j'agis avec joie? Est-ce que j'agis avec joie? Ou est-ce que je sens encore de la contrainte, de l'amertume, de la frustration? Est-ce que ça me coûte encore d'agir comme j'agis? Donc la joie de l'action, la joie dans l'action, est un indicateur de notre développement éthique pour Aristote. Alors bon, je vous encourage à être attentif à ça. C'est extrêmement gratifiant. Quand on arrive à cet endroit-là, moi je me suis attachée à l'observer, c'est vraiment formidable. La dernière raison pour laquelle je pense qu'on a besoin de mascarade en matière d'éthique, et ensuite j'en viendrai à ma conclusion, c'est parce que la mascarade n'est pas toujours contraire à l'éthique au sens où maquiller sa personne, c'est aussi l'embellir, c'est aussi en prendre soin, c'est aussi se maintenir dans sa dignité. On maquille nos morts exactement pour ça. Si on maquille nos morts, si on les prépare, c'est pour les rendre, les restituer, les restaurer dans leur dignité. Mais maquiller, c'est aussi sublimer, ou se sublimer. Et là, je pense à un autre concept du bouddhisme du Mahayana. Alors, je vais le dire en japonais parce que moi, je l'étudie en japonais. Bono Sokobotai, qu'on pourrait traduire par les désirs se subliment en illumination. Et un des grands maîtres du bouddhisme contemporain explique, je vais le citer, le bouddhisme enseigne que ce n'est pas en niant l'énergie des désirs, mais au contraire en l'utilisant, qu'on peut les sublimer en une sagesse totalement libre. Autrement dit, cela consiste à transformer la nature même des désirs matériels et instinctifs, ou même de tendances agressives, en un désir de recherche spirituelle, existentielle, ou même en aspiration religieuse. Alors j'en viens à ma conclusion, parce qu'après c'est à vous. Le papillon a deux ailes, et il a besoin des deux pour voler, pour créer ce battement qui va transcender chacune des ailes et puis engendrer un très puissant mouvement qui propulse le papillon dans un espace immense. Il me semble que la connaissance de soi et le polissage de son intériorité d'une part et la réforme structurelle et sociale d'autre part sont comme les deux ailes du papillon éthique. Aucune des deux ailes n'a l'apanage de l'authenticité ou le travers de la mascarade. L'intention et la mise en œuvre d'une réforme peuvent être tout à fait sincères et une attitude personnelle peut être tout à fait une posture, voire une imposture. Ce qui est certain, c'est que l'histoire nous a suffisamment prouvé qu'aucune réforme sociale ne peut être durable si elle ne s'origine pas dans la transformation intérieure des personnes, dans une transformation intérieure authentique. Donc quand même, elles sont liées par ça. Alors bien sûr, il y a plein de moments où on ne sera pas à la hauteur de la personne qu'on aimerait être. Et il y a plein de moments où on paraît plus que ce qu'on est. Et donc je me dis peut-être que d'abord il faut être éthique avec nous-mêmes. Ce qui veut dire pour moi franc et doux, exigeant et conciliant. Donc il n'y a pas besoin de mascarade entre soi et soi. Pas besoin de s'accabler du mal que par facilité on fait parfois. Parce que l'éthique c'est aussi savoir pardonner et d'abord à soi-même, à condition de nous déterminer à nous efforcer d'offrir au monde chaque jour la meilleure version de nous-mêmes. Je vous remercie pour votre attention. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est circuler dans ce triangle sur le thème de l'éthique. Et donc, on va d'abord se questionner soi-même. Qu'est-ce qui fait question pour moi sur ce sujet de l'éthique? Et puis après, on va se positionner, c'est-à-dire qu'on va aller regarder, au fond, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que moi, je pense de cet enjeu, de ce sujet de l'éthique pour moi et aujourd'hui dans le monde, parce que la philosophie, c'est aussi penser par soi-même. Donc c'est vraiment assumer ce jeu de la pensée.
Et puis, conceptualiser, c'est vraiment être attentif aux mots que j'utilise, hein, c'est avoir retrouvé le goût des mots justes. Donc c'est, voilà, qu'est-ce que je dis quand je dis ce que je dis? Encore une fois, tout à l'heure, je disais, quand je dis éthique, je ne dis pas morale. Quand je dis coopération, je ne dis pas solidarité. Alors bien sûr, il y a des mots qui sont synonymes, mais quand même, hein, chaque mot a son sens, et donc je suis attentif à ça, non seulement aux mots que j'utilise, mais aussi, évidemment, au sens que je leur donne. Alors ce que je voudrais vous proposer, on va fonctionner comme ça. Je vais vous donner, on va faire ce petit voyage, hein, questionner, argumenter, redonner du sens à ce mot d'éthique, puisque c'est sur celui-là que je voudrais m'attarder avec vous. Je vais vous donner les consignes, vous allez expérimenter. Et moi j'ai oublié mon petit gong à la maison. Donc ce que je vais faire, c'est que pour récupérer le silence et pouvoir vous donner la consigne d'après, je vais lever la main. Et les premières qui me voient lever la main, lèveront la main aussi. Et du coup, dans la salle, dès que vous verrez des mains levées, vous levez la main. Et ça veut dire qu'il faut terminer vite ce qu'on est en train de dire pour retrouver le silence. En plus, ça fait du bien, vous allez voir. Même moi, là, je resterai bien comme ça, je suis bien. Voilà. Ça détend un petit peu. Donc, on va jouer le jeu, hein. Je viendrai parmi vous. Dès que vous voyez ma main levée, vous levez la main et vous allez voir, en 2 minutes, on aura retrouvé le silence. Alors, le premier exercice que je vous propose, c'est donc un exercice de questionnement, puisque philosopher, ça commence par ça. La question, c'est ce qui met en route la pensée. Je vous propose de prendre 1 minute à vous pour écrire une question que vous avez sur ce sujet de l'éthique. Qu'est-ce qui vous questionne? Qu'est-ce qui vous interroge? Alors, soit c'est inspiré de ce que j'ai partagé avec vous, soit pas, parce que vous êtes venus aujourd'hui au festival avec déjà des questionnements. Une question, pas 2 ou 3 ou 4, une question qui contient le mot éthique, puisque c'est celui-là qu'on veut explorer. Et puis, alors il y a au moins deux possibilités, soit vous en avez trop des questions et c'est difficile de choisir. Alors là aussi, c'est un bon exercice philosophique de discerner l'essentiel du secondaire. Vous allez savoir faire ça. Quand même, parmi toutes ces questions que j'ai, il y en a une dont intuitivement je sais qu'elle est peut-être plus importante, ou en tout cas plus pertinente aujourd'hui que les autres. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, j'ai pas de questions. Le sujet est trop massif, et puis là, j'ai pas digéré tout ce que vous venez de dire. Bon. Alors, on n'a pas de questions, mais on a des évidences. Toujours. On a des a priori, on a des présupposés. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est aller compter et dire qu'est-ce qui est évident pour moi au sujet de l'éthique. Tellement évident que, par définition, je ne le questionne pas. Quelque chose qui vous vient spontanément au sujet de l'éthique, vous dire l'éthique, c'est évident que... Voilà. Et une fois que vous avez votre évidence, vous la transformez en question, vous la questionnez, cette évidence. Parce que la philosophie, c'est aussi ça. C'est aussi remettre en question ses présupposés.